Salut les zombies! Encore une émission exceptionnelle aujourd'hui, mais avant, on m'a dérangé chez moi pour que je vous lise un communiqué. Mais c'est simplement pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui est présentée en partenariat avec Film Fanatique du marché Opus Saint-Michel au local 240 à 5 minutes du métro. Vous pouvez pas vous manquer. Ils sont là pour de la vente, de l'achat et des échanges de films en tout genre. C'est parfait. Allez-y, ils sont excellents. Ensuite, on a Horreur Fanatique, la boutique connue aussi de jouets, de plein de choses en tout genre, au même endroit, juste en face, en fait. Mais ils font aussi un encan sur leur site internet, horreurfanatique.ca, tous les samedis de 18h à 23h. Donc ça aussi, ne manquez pas. Et on a aussi nos amis de la microbrasserie des bières philosophales de Mirabel. Là aussi, c'est pareil, allez-y, boire un coup, ça va être parfait. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'émission commence. On y va. C'est la première fois qu'on ouvre le show avec le nouveau petit teaser de Sur la route de l'horreur. Salut tout le monde. Ouais, c'est vraiment le fun. En fait, Frisson nous avait demandé de leur faire un petit teaser pour le mois de juillet. Et vu qu'on a commencé nos tournages, enfin, on a pu ramasser quelques images et je vais vous avouer, on a triché un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'images dans le petit teaser, vu que ça fait pas longtemps qu'on a commencé le tournage, qui date de loin avec des petits téléphones et caméras homemade. Donc voilà, mais ça montre qu'est-ce que ça va être nous qui se promènent sur la route de l'horreur, en fait. Très content de ça. Très content aussi de notre invité de cette semaine. Oui. Nous avons avec nous Monsieur Pierre David qui a produit extrêmement beaucoup de films et réalisé quelques-uns aussi et certains films que vous connaissez vraiment beaucoup. On va découvrir ça avec Monsieur David dans quelques minutes, mais avant, on va faire un petit tour de table horrifique pour savoir comment s'est passée votre semaine. Yes. Qui commence? Tu sais ce que je commence? Je suis parti, là. Moi, là, j'ai... Bienvenue au tour de table horrifique. J'ai oublié, oui, c'est des ça. fois, je me demande si Elton Blanc fait exprès. Non, mais en fait, je vais dire quelque chose. Je pense qu'Elton Blanc avait oublié de partir le thème parce que c'est moi qui l'ai parti cette semaine. Un petit délai ici. Mais c'est un magnifique thème. Vas-y, Christophe. Qui ça? Oh, je suis en retard. Ah ouais, ça a commencé déjà. Bon, ben, je vous laisse faire, je reviens tout à l'heure. Ok, c'est bon? C'est bon, à tantôt. Fait que ouais, moi, j'allais dire que j'ai reçu plein d'affaires. Moi, je commande pas beaucoup en ligne. Moi, je suis un gars qui veut aller acheter dans les magasins, mais tu sais, évidemment, avec la pandémie, on essaie de moins sortir de chez nous, mais j'ai eu accès via les internets Facebook, un contact qui downsizait sa collection. J'ai réussi à me trouver une belle figurine du personnage de Nada, de Roddy Piper dans They Live. Il est écœurant. Il vient avec son 12 à pompe, avec une face pas de lunettes et un gun. Je le trouve magnifique. Avec des vrais... peut-être, non, parce qu'il n'y avait plus de gomme. Hein. Il était venu pour botter des culs puis mâcher de la gomme. Il n'y avait plus de gomme. Il est là pour... Ouais, Steve, écoute-les tes films, bordel. Je me suis trouvé aussi une belle figurine de Chucky, là, bien dégueulasse. Là. Je pense que c'est dans le 2 qui se ramasse comme ça, là, bien brûlé. Là. Très belle. Puis je sais pas si on le voit ici. Dans le 3, ce gars avec son moignon avec un couteau à la place. Là, ça, c'est dans le 2, mais la face, c'est dans le 3. Ah, ça, OK. C'est un hybride des deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté le 2 puis le 3. Le 3, là, me semble qu'il est un peu plat. Non, moi, j'adore le 3. Je l'aime bien. Ça peut pas être pire que Seed of Chucky. Ouais. Bride, c'était bon. Sinon, des films qui sont pas genre, un peu, par la bande. Est-ce que vous avez déjà vu le film La Jetée?
Un film français qui a inspiré 12 Monkeys. 1960, si je ne m'abuse, 63, un beau Critérion. Puis je ne l'ai jamais vu, j'ai trouvé ça pour pas trop cher, puis j'étais bien content. Puis parce qu'on a eu la gang de ceux Terreur sur le pod. Terreur sur le pod, exactement. Ben, j'ai écouté plein d'épisodes, puis j'étais obligé de me commander le Scream Factory de My Bloody Valentine que j'avais pas. Que j'avais en DVD, plein de versions. Là. Puis, parce qu'ils m'ont invité à aller jaser de The Burning, je me suis dit, ben, il va falloir que je l'écoute en Blu-ray, écouter tous les extras pour avoir de quoi à dire d'intéressant. Puis le dessin est vraiment nice. J'aime beaucoup The Burning. Ben oui. Les prochaines Scream Factory sont top-notch. Moi, je suis un peu puriste. J'aime ça que c'est le poster original, mais habituellement, ils sont très nice. Ouais, c'est bon, suivant. Ben ouais, grosse semaine. Là, moi, c'est une petite discussion bien vite faite, puis je voudrais demander aux gens qui écoutent de participer à ça parce que je me suis toujours demandé une question sur les collectionneurs. Les gens aiment collectionner les films. Dans la communauté horreur, tu vois souvent ça, des gens qui ont des énormes collections. Moi, j'en ai 1500 ici. Il y en a que j'ai vu qu'il y avait un concours avec Film Fanatique, un de nos commanditaires, dans lequel un des participants avait quelque chose comme 22 000 films. Là, je me suis dit, OK, est-ce que ces gens-là, ils collectionnent pour collectionner seulement, ou est-ce que ces gens-là collectionnent parce qu'ils regardent ces films-là? Parce qu'on s'entend, là, 22 000 films, là, c'est beaucoup d'écoutes de films, puis je pense que c'est même quasi... Attends, je te calcule ça vite fait, 22 000 plus une vie. Non, c'est pas possible, arrêtez! Exactement ça, mon point. Ce que je demande aux auditeurs, c'est, admettons que vous avez là une grosse collection de films, ça peut être n'importe quoi des films, préférément films d'horreur, mais vous écoutez ça comment? Comme moi, ma collection, j'en ai 1500, mais je prends tous les films que je n'ai pas écoutés encore, je les mets sur une pile, puis à chaque matin, j'écoute un morceau. J'ai pas tout le temps de les écouter au complet, parce que le soir, c'est plate, mais en même temps, c'est le fun parce que je passe du temps avec ma femme. Puis quand je passe du temps avec ma femme, je peux pas écouter Hobgoblins ou je peux pas écouter non plus Witchcraft 7 ou 17. Là, Martin, t'as encore oublié de parler de ta fille ce soir. Je les écoute avec ma fille. Tu vois, voilà. j'ai parlé d'elle. Et pour ceux qui ont une collection, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez une méthode pour écouter vos films malgré la grosse collection que vous avez, ou est-ce que votre collection est spécifiquement parce que vous collectionnez et non pas nécessairement parce que vous écoutez des films? Moi, aussitôt que j'y reçois, je les écoute sur le champ. Ouais. Pas du tout. Non, mais moi, j'étais un peu... peut-être on en parlera éventuellement, mais moi, j'étais un peu des deux, en fait. Il y en a que il y en a que c'est pour écouter, il y en a que c'est parce que si j'ai un film, puis il y a 2 suites, on dirait qu'il faut que je les aille. Donc, voilà. Mais bon, on en parlera dans un hors-route. Ouais, on en parlera dans un hors-route. Parlant d'hors-route, en fait, moi, c'est ça cette semaine. Ma semaine... aucune réception, aucun achat, rien. C'est ce qui est très, très rare. Ouais, c'est une petite semaine. Sauf que j'ai monté le petit teaser que vous venez de voir de Good job. Sur la route de l'horreur. Donc, j'ai monté ça entre 2 périodes, entre les entr'actes de période de hockey. Voilà, le monteur en moi, c'est essayer de faire quelque chose qui était... Ça me donne vraiment le goût moi-même de l'écouter. Ouais. Et quand que je disais tantôt que on va parler de ça dans un hors-route, c'est parce que, juste pour comme ça, vous savez tous qu'on a un petit Patreon et qu'on met des extras qui passent pas ici en ondes. Et un de ces extras-là, c'est un épisode qu'on enregistre qui s'appelle le hors-route. En fait, le hors-route, c'est vraiment c'est nous qui discutons et qui parlons de films d'horreur, ce qui n'est pas vraiment le cas sur le podcast. On donne pas une opinion habituellement, des reviews, quelque chose comme ça sur des films qu'on aime. Donc, mais là, en route, c'est un peu différent. Puis le premier épisode qu'on a enregistré, Martin il nous a posé plein de questions dans le style de même si je sais que tu adores ce film-là, tu dois me dire pourquoi que c'est le pire film de telle série. Donc, c'était vraiment drôle, on savait pas les questions. Puis je vous ai concocté un petit 1 minute. Donc, je vais vous lancer ça pour que vous regardiez, ça a l'air de quoi un petit peu le hors-route pour le fun.
Jason Goes to Hell est le pire vendredi 13 de la série. En 1 minute, tu dois me dire pourquoi il est, selon toi, le meilleur de la série. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est vraiment excellent. Parce que Jason, c'est un Deadite. Jason, c'est un Deadite, puis il n'y a rien qui accote Evil Dead. Est-ce que vous savez qui est l'acteur, le seul acteur qui a joué Jason et Freddy dans sa carrière? Kane Hodder. C'est Kane Hodder, parce que c'est Kane Hodder qui a le gant Freddy qui prend le masque. En 2 minutes, pourquoi Diary of the Dead est le meilleur film de zombies de George Romero, et ça, même si t'es pas d'accord. Diary of the Dead. Pourquoi la série Sharknado est l'une des séries B les plus populaires. Franchement, j'ai eu peur pour ce film, c'était incroyable. Toutes les 30 secondes, des jumpscares, mais des vrais, qui font vraiment peur. C'était très drôle de dire le contraire de nos opinions sur certains films et d'être pris dans un coin. Oh, c'est bon, on le sait, on l'a vu passer, c'est bon. Moi, je vous dis vite fait, parce que moi, j'attends avec impatience Pierre David, hein, oui. C'est que j'ai reçu ça, attention, le monstre arrive, Julien Cévéon, qui nous a ressorti un livre sur George Romero qui se nomme Révolution, Zombie et Chevalerie. Ça, c'est une édition augmentée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une édition augmentée. Un nombre de pages incalculable. Il y en a 700 à peu près. Il y a des tas et des tas et des tas d'images dedans. C'est un pavé, une bible. Wow. C'est monstrueux. Il faut absolument l'avoir pour tout bon collectionneur. Merci. Au revoir. Mais ouais, ça me donne vraiment le goût de l'acheter. J'ai lu Massacre à la tronçonneuse. Là, c'est vraiment bien écrit. Julien Cévéon, qu'on aura sûrement éventuellement sur le podcast. Ben oui, éventuellement, il va pouvoir venir. Mais là, cette semaine, c'est Pierre David que nous allons inviter dans quelques instants. Cependant, une petite chose, cette semaine, on va faire les choses un peu différentes. Parce que j'ai décidé, Christophe, de te faire plaisir. Je sais que tu adores beaucoup de films de David Cronenberg. Je sais que tu adores la biographie et filmographie de Pierre David aussi, parce que tu nous en parles souvent. Donc, j'ai décidé cette semaine de te laisser le lead de l'épisode durant que j'écoute le hockey. Non, c'est vrai. Donc, de te laisser le lead de l'épisode. Donc, je vais te laisser inviter M. David à se joindre à nous. Et it's your show tonight. Parfait. Ben, bienvenue, M. David. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ben, on va se tutoyer, hein, comme on a dit avant le show. Là, on va faire ça tranquille. On est vraiment très fiers. Ouais, salut Pierrot! Ouais. Salut! Exemplaire pour décontracter l'ambiance. Ben, on est très content de vous avoir sur le show aujourd'hui pour parler de 50 ans de carrière. Est-ce que ça se peut? Hein? Il me semble, selon IMDb, plus de 200 crédits de films sur lesquels vous avez travaillé depuis autour de 71. Hein? Ça a commencé autour de ces années-là. Donc, évidemment, 1 heure, c'est assez tight. On va y aller. On va se concentrer, évidemment, sur les films d'horreur que vous avez produits et réalisés aussi. Donc, moi, j'ai le goût, avant de faire votre petite bio, de vous poser une question. Pourquoi le cinéma de genre? Comment c'est arrivé dans votre vie, ça? Tout dans ma vie s'est passé par accident. Je n'ai jamais fait de longue carrière. 19 ans, j'allais en Afrique pour être professeur au Rwanda, pour essayer de savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. OK. J'ai fait ça pendant 2 ans. Première année, après, je suis allé dans le gouvernement du Rwanda. Oh! OK. Mais quand je suis revenu, j'ai dit je vais aller dans les relations publiques. Et les relations publiques, ça m'a amené tout de suite à un poste qui n'existe plus, qui s'appelait CJMS. OK. Je suis devenu à la radio? Directeur des événements spéciaux. Et pendant à peu près 8 ans, j'organisais des concerts partout, j'organisais des spectacles, je faisais les tournées Muscorama dans 50 villes du Québec. Wow. J'ai amené plein de chanteurs français, de Johnny Hallyday à Claude François, puis nommez-les. OK. Et un jour, le propriétaire de ce qui était devenu Radio Mutuelle, puisqu'on avait 8 ou 9 stations, m'a dit, je
je veux qu'on ait une station de télévision, je vais faire application, puis on a besoin de films. Alors, tu connais ça le film? Je dis pas vraiment. Ben, je dis, on s'en va à Cannes, on va acheter des films. Alors, wow. De là, ça m'a amené à aller à Cannes, où j'ai acheté une coupe de très mauvais films, mais j'ai compris comment ça marchait un peu. On a fait une entente avec les cinémas Odéon. On a commencé à sortir nos films. Comme on avait le financement de Radio Mutuelle, qui était à peu près illimité à ce moment-là pour le cinéma, parce que c'était le dada du propriétaire, c'était en même temps ce qui s'appelait la période des tax shelters. Oui, exactement. Il y avait plus d'argent qu'il y avait de scénarios. L'argent était sur les arbres. Il y en avait ah oui. Hein? Ah oui, c'était incroyable. Ah, c'est fou. Hein? Je pense que c'est à ce moment-là que Cinépix, une compagnie, mon grand compétiteur à ce moment-là, André Ling, avait fait des films de David Cronenberg qui s'appelaient Rabid, Shivers, puis un autre, je ne me rappelle pas. Puis ça avait marché. Ils avaient eu des problèmes de perception, de censure, de toutes sortes de choses. Oui, les critiques avaient descendu à Shivers. Hein? Oui, mais c'était plutôt qu'il y avait plein de questions qui se faisaient poser au gouvernement. Pourquoi vous financez, parce qu'il y avait le téléfilm dans le temps. Exact. Pourquoi vous financez ces films-là? Donc, Cinépix, il cherchait un peu qu'est-ce qu'il allait faire. Et quelqu'un que je connaissais bien à Toronto, qui est depuis décédé, Victor Solnicki, connaissait David Cronenberg et m'a appelé. Il m'a dit, David a un bon sujet, mais Cinépix n'est pas prêt à le financer tout de suite. Alors, je l'ai lu le lendemain. Ça, c'était The Brood. C'était The Brood. J'ai tout de suite dit, on va le faire. J'allais rencontrer David à Toronto. On a trouvé l'argent en une semaine. Ça a été à toute vitesse. C'était pas cher, hein, c'était 1,8 million. Ouais. Bon. OK. Ouais. Juste 1,8 million. Il fallait le tourner avant la fin de l'année parce que c'était ça faisait partie de toute l'affaire. Donc, on a fait The Brood. Avec quand même Oliver Reed, là, qui venait jouer dans The Devils de Ken Russell. Oui. Tommy aussi, du même réalisateur. Il a joué pour Stuart Gordon. Même Ridley Scott par la suite. C'est comme un grand acteur, Oliver Reed. Il y a même Art Hindle qui a joué dans Black Christmas. Il y avait des pointures dans ce film-là. On est désolé, Pierre, parce que Christophe, il laisse jamais parler les invités, mais on va le calmer. On va le calmer. Faut que ça soit une conversation. Et Samantha Egger, qui avait un nom à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Puis plus tard, là, quand vous parlez d'anecdotes, rappelez-moi de vous parler d'Oliver Reed. Oui, allez-y. Bien entendu. Vous vouliez que j'en parle tout de suite ou plus tard? On en veut plein d'anecdotes. On va attendre à tantôt. OK, boss. Alors, on a donc fait le film et j'ai appris à connaître David Cronenberg, qui m'a dit, j'ai un projet plus important l'année prochaine. Il m'a donné un script qui ne tenait pas debout. Mais qui avait quelque chose de bien intéressant. Ça, c'était Scanners. Alors, on s'est mis à travailler ensemble dessus. C'était une expérience formidable. Ah oui. J'adore le développement de script. Et c'est devenu Scanners. Qu'on a tourné à Montréal. Effectivement. Ça a été l'un des pires tournages de ma vie parce qu'on n'était pas prêts, parce qu'on ne savait pas comment faire exploser une tête, parce qu'il y avait plein d'affaires qu'on ne savait pas comment le faire, ni David ni moi. On a appris, heureusement qu'on avait 5-6 millions de dollars, on a appris, 3,8 millions. On a appris sur le champ, sur le tas, comment faire le film. Ah ouais. On avait, vous n'avez pas d'idée. On avait 3 acteurs principaux. Mais je me demandais justement... Steve Black, qui ne savait pas jouer, qui n'était pas un acteur. Et qu'il a fallu que David lui fasse interpréter le film comme lui le voyait, comme lui était, parce qu'il ne pouvait pas jouer, il n'avait jamais acté de sa vie. Okay. On avait Patrick McGowan, qui malheureusement est un alcoolique, et qui ne pouvait pas travailler à partir du midi parce qu'il était ivre. Wow! Alors, on pouvait rien travailler avec lui le matin.
OK, il faut organiser l'horaire autour de lui. Jennifer O'Neill, qui, tout en étant adorable, ne comprenait pas qu'elle jouait dans un film d'horreur, puis elle était horrifiée de faire des têtes qui explosent, puis tout ça. Alors, elle a voulu tout diminuer dans le film. Donc, on avait un groupe d'acteurs, croyez-moi, c'était pas facile. Puis Michael Ironside, vous l'avez trouvé comment? Pardon? Michael Ironside, comment vous l'avez trouvé? Ça, c'est venu par notre casting director. OK. Et ça a été une découverte. Je l'ai tout de suite utilisé après dans un autre film d'horreur que j'ai fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Visiting Hours. Qu'on voit ici en vidéodisque. Ça a cartonné aux États-Unis, ça. Ah ouais? Ça a très bien marché, ce film-là. Et puis, comment je l'ai vendu, c'est une autre anecdote bien intéressante. En tout cas... Mais pour revenir à Scanners, avec la performance, on le voit même sur l'affiche, hein, c'est bon, un peu retravaillé, là, mais une affiche saisissante. Nous, on pensait... Belle performance. Bon, la fin ne marchait pas vraiment de Scanners. Hein? Alors, on était à peu près convaincus qu'on avait un désastre sur les mains, mais on avait des choses de fun. Après avoir essayé 5 fois, durant 5 week-ends de suite, dans un entrepôt de Montréal, de faire exploser une tête, on y est arrivé parfaitement. Ça a été très difficile de trouver comment le faire. Il n'y avait personne qui nous le disait, ça n'avait jamais été fait. Finalement, la dynamite des petits morceaux, la tête, ça allait en plein de petits morceaux partout. On a eu plein de problèmes. Il y a un autre système, la fumée au lieu de la tête. Alors, finalement, Gary Zeller, notre spécialiste de props, il s'est tanné au bout de 4 week-ends. Le 5e week-end, il a amené son shotgun, un petit shotgun. Il s'est mis en dessous de la passerelle avec le shotgun comme ça, il a tiré. Wow! 3 caméras ont pris l'explosion de la tête et c'était extraordinaire. C'est une des scènes. C'est une des scènes d'horreur la plus connue que les gens ça est toujours mis en guise d'exemple aussi. Là. C'est fou pareil comment un film qui peut avoir ça a tellement peut être populaire. Oui? Excuse. J'ai dit c'est fou comment qu'un film qui a eu autant de problèmes comme ça peut être un des meilleurs films de David Cronenberg. Vous n'avez pas d'idée. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas au tournage qu'on juge la qualité du résultat d'un film. Exact. Ben, ce que j'ai entendu souvent de beaucoup de réalisateurs, c'est qu'un film, on l'écrit 3 fois. On écrit le scénario, après ça, il y a le tournage, il arrive un paquet de trucs, puis après ça, il y a le montage aussi. Hein. 3 étapes super importantes. Il y a une magie qui s'est opérée sur Scanners au montage. Puis même pendant le tournage, on avait beaucoup de matériel. Et quand je suis parti avec le film aux États-Unis pour le vendre, AFCO Embassy, le président d'un de mes amis, il m'a dit « Hey, c'est bon ça. » Mais ils ont payé pour retourner la fin, qu'on a tourné à Toronto d'ailleurs, le métro de Toronto, puis tout ça. Okay. On a mis un autre 100 000 là, pour faire la fin différente. Et après, on a présenté le film à un public cible, une salle de 800-900 personnes à Los Angeles. Et quand l'explosion de la tête s'est produite, ça a été l'hystérie collective. Je vous le dis, j'ai jamais vu ça. Et on avait mis des caméras pour avoir les réactions des gens qui filmaient l'audience. Wow! Le film de leur réaction, se lever, crier, quand ils ont vu ça, on a décidé que le commercial du film à la télévision américaine, c'était quelque chose comme 30 secondes, hein? Scanner s'en vient, vous n'aurez jamais vu quelque chose comme ça. Et là, on montrait la réaction de la foule à la scène. Ah, ouais, hein? Oui. 2 semaines après, c'était le numéro 1 aux sorties de salle aux États-Unis. Hey, j'étais à New York, je suis allé dans les plus gros cinémas dans le temps sur Times Square. Plein. Tout le monde criait. On a fait un drive-in dans le bout de Los Angeles. Dans ce temps-là, c'était à 1,5 piastre ou quelque chose, hein? 195 000 piastres en 3 jours dans un drive-in. Il n'avait pas vu ça depuis je ne sais pas combien de temps. On était numéro 1 aux États-Unis ce week-end-là. Wow. Donc,
un film où tout avait été mal d'une certaine façon a été un succès monumental. Un beau happy ending. Je viens de regarder, durant qu'on parle, je viens de regarder le TV Spot parce qu'il est sur YouTube. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, faut vous le regarder. Bon. Cool. Là, je pense qu'on a les questions en rafale. Oui, mon petit Elton Blard qui va nous partir ça. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafale? J'espère que vous n'êtes pas jaloux de nos thèmes, Monsieur David, parce que c'est cheap. C'est un peu pour déstabiliser nos invités. C'est du bonbon, vraiment, les anecdotes de Scanners. Un Scanners qui est un film ultra important pour vous, avec les suites qu'il y a eu par la suite. On va en reparler après. Mais pour les questions en rafale, c'est un peu pour apprendre à connaître les goûts, les intérêts, le côté fan de notre invité. Fait que c'est des petites questions, on pense pas trop, on répond, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Toi non plus, pense pas trop, là. Pose-les tes questions. Oui, si tu m'interromps pas trop, Elton Blard. OK, le dernier film d'horreur que vous avez visionné? Quiet Place. Le premier film d'horreur que vous avez vu? Je m'en rappelle pas. Ou un des premiers, celui qui a fait émerger. Écoutez, le film qui m'avait le plus marqué, mais je peux rien que vous dire un peu la séquence parce que je ne me rappelle pas ce que c'était. C'est un film des années 40, 50, je ne sais pas quoi. Okay. Où une vieille madame dans un château. C'est un classique, je pense. Gothique. Ça prend feu, puis la madame prend feu, puis son voile prend feu. C'est un classique. Et j'en rêvais la nuit, tellement j'en avais peur de ce film-là. Parce qu'elle se promène dans sa robe de mariée. Une vieille madame, le voile prend feu, tout prend feu, puis elle prend feu. Puis, que ça m'avait marqué, ça. Mais je ne me rappelle pas du titre. Mais vous étiez enfant quand vous avez vu ça? J'étais dans les 10, 12 ans, 8 ans, dans ce bout-là. Parce que ma prochaine question, c'est le film qui vous avait le plus terrifié étant jeune. Donc, ça ressemble à ça. On va essayer de faire nos recherches pour essayer de trouver c'est quoi ce film-là. Est-ce que ça serait The Contest in the Black Sabbath? 1963? Je ne le sais pas, mais je sais que c'est un grand classique. OK. Avez-vous un monstre préféré dans le cinéma? Non. Je ne suis pas un fan de monstres. Non. Des robots, cyborgs? Pas trop. Est-ce qu'il y a une franchise que, peu importe, là, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir la suite, le remake, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ah oui, mais ça, il y en a beaucoup. Mais comme j'ai un fils de 15 ans, on va voir ça ensemble. Alors là, quand je vais retourner à Los Angeles, il m'a fait promettre qu'on allait voir le F7, Fast and Furious 7. Et on va aller voir Quiet Place 2, que je n'ai pas vu. Oui, je n'ai pas vu non plus. Donc, je fais beaucoup de cinéma très commercial avec lui, il aime ça. OK. Sinon, est-ce que vous avez un réalisateur préféré de cinéma de genre? Non. C'est comme je n'ai pas d'acteur préféré. Je pense qu'il y a différentes personnes que je connais ou avec lesquelles j'ai travaillé que j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai connu Toby Hooper, qui a fait du bon et du méchant, mais qui était un gars intéressant. Oui. J'ai connu Romero, qui était aussi très intéressant. Pour moi, c'est facile à dire. Peut-être le plus intelligent que j'ai jamais rencontré, c'est David Cronenberg. C'est un intellectuel. Vraiment. Donc, c'est un niveau. Une classe à part. On parlera de Vidéodrome. Ça a été des discussions, on n'a pu finir, lui et moi. Je peux l'imaginer. C'est le premier film qui m'est venu en tête quand tu as dit intellectuel. Je dis, faudrait que je sois intelligent pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans Vidéodrome, parce que je pense pas que j'ai tout catché. Moi non plus. Voilà. C'est ça, puis on reviendra à ça, mais c'est ça qui est intéressant avec Cronenberg, c'est qu'il ne nous donne pas du pré-bâché. C'est tout le temps un peu indéfini, tout le monde fait ses propres analogies. Il n'y a jamais vraiment de fin heureuse. En tout cas, moi, c'est un grand, là, je l'adore. Justement, votre film, ça, c'est une question un peu traître. Là, je l'avais vraiment écrit. Votre film de Cronenberg préféré? C'est pas une question traître. En les revoyant au cours des années, c'est The Brood. Ah oui? Des films que moi, j'ai fait. Oui. En réalité, Scanners,
On a fait tellement bien avec Scanners. Mais c'est un gimmick. OK? Bon. Vidéodrome, en fond, très intellectuel et tout. Mm-hmm. The Brood, oui, d'une certaine façon, ça va plus loin que le film d'horreur traditionnel, mais il y a beaucoup de traditionnel dedans aussi. Il y a beaucoup en tout cas, pour moi, The Brood, c'est intéressant. On a essayé de le refaire, ça ne s'est pas fait encore. Mais tout le monde rachète les droits des Cronenberg. Hein? Alors, oui. Je n'irai pas dans les détails parce que je n'ai pas le droit d'en parler, mais on va finalement voir la série de télévision Scanners. Ah oui, hein? J'avais entendu parler entre les branches, puis c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant. Sinon, un film de science-fiction dans vos préférés, ça serait... Je sais, c'est des questions tough quand même. Moi, je pensais que tu aurais répondu quelque chose comme celui qui va me faire le plus d'argent. Non. D'abord, je ne suis pas un grand fan de sci-fi, bien que je m'amuse à voir un Star Wars ou des choses comme ça. Les films que j'aime le mieux, moi, c'est par exemple A Quiet Place, qui sont vraiment proches d'une réalité. C'est du sci-fi en réalité que les monstres, on ne le voit pas dans le premier en tout cas, mais c'est vraiment épeurant. J'ai un mot, en tout cas, j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est le genre de film que j'aime regarder. Un film que moi j'ai fait, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, c'était Visiting Hours. Parce que quand j'étais jeune, j'allais avec mon père, jeune, 14, 15 ans, 12 ans, à son hôpital, l'Institut de cardiologie de Montréal. Et c'est lui qui l'a fondé. Alors, j'allais le samedi avec lui. Puis je me promenais partout. Puis j'en revenais pas que n'importe qui peut se promener dans un hôpital. N'importe qui. J'ai dit, il faut que je fasse un film d'horreur dans un hôpital. C'est comme ça que c'est venu. Ah ouais, hein? Et ce film-là, qui a finalement été le film des theatrical, de ceux que j'ai fait qui a le mieux marché. Ah oui, hein? Okay. Ah oui. Puis qui a rapporté le plus d'argent aux investisseurs. Oui. Okay. Bien, on va jumper là-dedans tantôt dans Visiting Hour, mais je vais vous poser une dernière question. On la pose à tout le monde. C'est parce que je pourrais continuer votre film policier préféré, film préféré, mais on va y aller à la dernière question que mes collègues ici, mes amis aiment beaucoup. Est-ce que vous êtes plus Freddy ou Jason? Est-ce que je suis plus Freddy ou Jason? Ouais. On sent qu'il y a de l'amour pour un peu plus Freddy. Oui? OK. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ouais, moi aussi. Il y a deux Freddy, il y a deux Jason dans nous. Oui, effectivement. Et là, Jason avait l'avance par 1 point depuis le début. Là, je pense qu'on vient de tie up. Ça, c'est rendu égal avec Freddy, c'est qui est super intéressant. Moi, j'ai une petite question. Au début, vous parliez de Tax Shelter. Ça l'a permis de produire plein de classiques et ça l'a permis, en tout cas, ça l'a aussi fait produire des films, je pense, qui se sont jamais produits à cause de tout, qu'il y a eu de la fraude dans tout ça qu'on a entendu parler. Nous, on est très jeunes, fait qu'on n'a pas connu ça. Est-ce que le système était une bonne chose pour le cinéma? Est-ce qu'ils ont bien fait d'enlever ça, selon vous, ou c'est quelque chose? Vous avez oublié une 3e catégorie. Oh, oui, allez-y. Les navets. Oh! Ouais, effectivement, ouais. En fait, le malheur, c'est que les Canadiens ont scoré. Hein. Le malheur, c'est que il y a eu très peu de films qui ne sont pas produits. Il y avait tellement d'argent qu'on a tourné n'importe quoi. Ouais. Comme on dit en anglais, tu aurais pu tourner les pages jaunes du bottin téléphonique, puis ça aurait été correct. Les courtiers n'arrêtaient pas de m'appeler. T'as-tu un film? Quand j'ai fait la première tournée pour Film Plan, j'ai fait 3 films par année pendant 3 ans, les investisseurs, ils nous offraient plus d'argent que ce qu'on avait besoin. Alors, le malheur de ce système-là, il y avait 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il s'est fait... Il y avait un côté bon, il s'est fait des maudits bons films. Ben oui. Deuxièmement, il s'est fait des maudits mauvais films. Et troisièmement, c'était un système où tous les gens de la finance ont fait beaucoup d'argent. Les comptables, les avocats, les courtiers en valeurs mobilières. Mais ce que personne ne parlait beaucoup, c'est que c'était de l'argent différé, mais un jour, il fallait payer.
Donc, le docteur qui mettait 100 000 dans le film pouvait déduire le 100 000 de ses revenus cette année-là. Alors, il était content, lui, il avait un film, il espérait faire de l'argent. Mais il y a beaucoup de films qui n'ont pas du tout rapporté l'argent qu'ils attendaient. Et au bout de 5 ans, quand la lettre de crédit était payable, il n'y avait pas les revenus de payer ça. Alors, il fallait qu'ils sortent de leur argent à ce moment-là pour... Alors, ils s'attendaient que les revenus des films payent ça, mais dans 80% des cas, les revenus des films ne payaient rien. Les navets, ben c'est là. Alors, le système s'est écroulé parce qu'il y a beaucoup plus d'argent au bout de 5 ans qui était dû que d'argent qui était rentré. Ah, vous savez, c'est un détail que jamais... Moi, j'ai jamais entendu parler de ce détail-là. Je trouve ça très, très, très intéressant de voir. Et là, présentement, au Québec, même au Canada, je pense que c'est assez difficile. Il n'y a pas de films qui se font vraiment au privé. C'est tout au travers de la Sodec, ou téléfilm, ces choses-là. Est-ce que c'est une raison pourquoi vous êtes exilé à Los Angeles en disant... Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je pense que j'avais monté la plus grosse compagnie de production et de distribution au Canada. On avait des bureaux Vancouver, Montréal, partout. Je distribuais Roger Corman, je distribuais AFCO Embassy. Je distribuais plein de gens. Vegas King vient de scorer. OK. Je distribuais plein de gens. Les séries. Je distribuais plein de gens. Et j'avais tourné beaucoup de films. Et il s'est ouvert une opportunité à Los Angeles, mais j'ai dit pourquoi là, je ne continue pas ma carrière ailleurs. Et je suis allé à Los Angeles parce que pour moi, c'était le centre mondial du cinéma. Ben oui. Pourquoi pas? Je n'avais pas d'attache d'enfants, de famille, vraiment. Et je suis donc allé à Los Angeles. Et puis là, il y a une deuxième partie de ma vie qui a commencé, jusqu'à temps qu'une troisième commence, qui était quand je me suis reconverti en télévision. OK. Vous êtes arrivé au début des années 80 à Los Angeles? 83. En 83. OK. Donc, juste après Visiting Hours, qu'on parlait tout à l'heure. Ça, c'était avant. C'est ça, hein? Au 82, avec William Shatner. Non seulement il y avait Michael Ironside, mais William Shatner, Captain Kirk. Ben oui, puis vous oubliez aussi Lee Grant, qui était comme actrice féminine extrêmement réputée. Mm-hmm. William Shatner voulait à tout prix jouer le rôle de Michael Ironside. Ah ouais! Il voulait se raser la tête, il m'a faire un forcené. supplié de faire ce rôle-là. On a dit non, mais on l'a très bien payé pour la semaine qu'il est venu faire. Ah ouais? L'argent, c'était pas un problème à ce moment-là. Ouais. On n'avait pas d'hôpital où on pouvait tourner. Mais c'était tourné à Montréal, ça. Hein? Parce que les hôpitaux, c'est pour les malades. Hein? Ouais. Alors, on a construit tout l'étage lequel le film se trouve, ça a tout été construit. En studio. OK. Ouais. Et après, on a tourné certaines scènes où il fallait vraiment que ça ait l'air hôpital. Et mon père m'a dit, OK, viens tourner à l'Institut de cardiologie, on va te laisser tourner. Alors, on a envahi ça un samedi. OK. Et c'était le temps où, dans ce temps-là, il n'y avait pas de protocole. Hein? On se promenait dans les salles d'urgence avec l'équipement et tout ça. Puis les malades nous regardaient passer en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, c'était pas de ça. Et puis, justement, c'était Jean-Claude Lard. Hein? Vous avez travaillé beaucoup avec Jean-Claude Lard, plusieurs films. Par la suite, vous avez tourné de Vindicator. J'ai tourné quoi? De Vindicator. Oui, ça, il faut cacher ça loin. Ah non, je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours voulu le voir. Perdez pas une minute. Ça, ça s'est appelé plein de noms. Frankenstein, quelque chose. Oui, 2000, oui. Ça a été un film fait par des distributeurs qui voulaient dépenser de l'argent en faisant ce film-là. Cinépic est venu me voir, voulez-vous le faire avec nous autres? Et que c'était mauvais. Je l'ai regardé une fois, puis... Ah oui? Mais sur ce film-là, il y avait Pam Grier, hein, une des icônes du cinéma blaxploitation des années 70, avec qui vous avez tourné par la suite. Si je ne m'abuse, dans un film que vous avez réalisé, votre deuxième film, Serial Killer, avec Tobin Bell. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du tournage de ce film-là? Oui, d'abord, Pam Grier, formidable. Formidable. Ah, je l'adore. Quand j'ai créé ma propre compagnie,
Je me suis tanné des gros films de studio. J'en ai fait plusieurs. Platoon. Oui. Oliver Stone. Comment ça s'appelait, le film avec Richard Gere et Andy Garcia? Visiting Hours, mon film favori. Mais ça, c'est un film police. C'est pas un film d'horreur. Alors, j'ai commencé une compagnie avec René Malo comme partenaire qui s'appelait Image Organisation. Et il a fallu qu'on ait des films. Alors, moi, j'en ai fait une coupe. René en a fait une coupe. J'en ai fait quelques-uns avec Allegro à Montréal, Tom Berry dans ce temps-là, tout ça. Mais il fallait en acheter un peu partout. Alors, on a acheté beaucoup de films d'horreur. On s'est impliqué dans beaucoup de films d'horreur. Et j'ai décidé, moi, de réaliser. Alors, j'ai fait Scanner Cop. Ouais. Mon premier film. Et après, comme je suis très attiré, j'aime beaucoup les romans, les histoires de ce qu'on appelle d'horreur réaliste. C'est pour ça que, actuellement, on en reparlera tout à l'heure, ce que je fais maintenant. Mais j'aime beaucoup les films de psychose. J'aime beaucoup les bons. Alors, Serial Killer, ça m'a toujours intrigué, ce monde-là. Ben oui. Alors, j'ai décidé de développer un film comme ça. Et je ne reconnaissais pas Tobin Bell, mais je l'ai rencontré dans le casting, puis j'ai dit, c'est exactement mon caractère. Je connaissais très bien Kim Delaney, donc je l'ai fait rentrer dans le groupe. Et puis Pam Grier, puis tout ça. Et ça a été un tournage qui a très bien été. Ah ouais? Ah oui. Puis vous avez aimé ça réaliser? Parce que là, bon, vous avez réalisé seulement 2 films, oui, 94 je vais vous dire 95. pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps. Quand tu as une compagnie de production de distribution qui distribue 15, 20, 25 films par année, qu'il faut développer, qu'il faut acheter, qu'il faut vendre dans le monde entier, qu'il faut aller à tous les marchés et tout, j'ai dit, OK, j'ai réalisé, je sais ce que c'est. Je peux encore réaliser. Il y a 3 jours, je l'ai fait pendant une journée sur mon film Clown d'Ottawa parce que je savais la vision que je voulais. Et puis les gens impliqués ne le comprenaient pas très bien, alors je l'ai fait, ça a été plus vite. Mais non, j'ai fait 2 films. J'ai dit, j'ai compris, je sais ce que c'est. C'est une job à temps plein pendant 1 mois au moins. J'ai pas le temps. Mais vous l'avez fait, puis je trouve ça génial parce que maintenant, vous savez, vous avez vu derrière, vous avez vu dans les yeux d'un réalisateur, puis maintenant, ça vous sert sûrement dans votre travail. Énormément. Ah, c'est très cool. Vous parliez tantôt de Scanner Cop, qui est le premier film que vous avez réalisé, avec quand même des pointures du cinéma de genre. Brian James, qui était le répliquant de Blade Runner, absolument patraque. Bon, Rutger Hauer, tout le monde parle de lui, mais Brian James était excellent. Là. La séquence de l'interrogatoire dans Blade Runner, c'est du bonbon. Richard Lynch aussi, qu'on avait vu dans un paquet de films de genre, d'action. C'était comment travailler avec ces gars-là? C'est des character actors. Là. Ils ont une tronche, on les engage pour leur face, mais c'est des faiseurs. Là. Pour être tout à fait honnête, c'est des pros. C'est des pros complets. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire, où ils devaient le faire, comment ils devaient le faire. Ils faisaient leur travail très bien. Pas trop besoin de les diriger. Les autres sont arrivés, ils savent leur marque. Puis, non. Excellent. Tantôt, c'est ça, on parlait de Scanner Cop, qui est un peu un dérivé justement de l'univers de Scanner. Ben oui, c'est ça, avec Christian Duguay, qui a pris le relais avec Scanner 2 puis 3. J'ai vu, c'est sorti les 2 en 91. Est-ce que les films ont été tournés en même temps ou back-to-back? Comment ça s'est passé? OK, non. On en a fait... Je ne me rappelle pas quand on a tourné le premier Scanner, le Scanner 2, mais ça a été fait à Montréal. Et très rapidement, parce que c'est très bien vendu, c'est moi qui vendais, on a fait Scanner 3. OK. Et après, je pense que René est un peu tanné de les faire, Christian aussi et tout. J'ai dit, je vais prendre la relève, moi je vais en faire 1 ou 2 à Los Angeles. Et j'avais l'idée Scanner Cop. Puis donc, on a développé le scénario, puis on l'a fait. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous avez eu Pam Grier, puis là, vous avez eu Robert Forster dans Scanner Cop 2,
Puis les 2 fois, bon, c'est des acteurs qui étaient plus populaires des années 70, puis que Tarantino a ressorti avec Jackie Brown 2 ans après vous autres. Ouais. Vous avez été précurseurs quand même de retrouver ces acteurs cultes-là. Robert Forster, comment ça s'est passé avec lui? Très gentil. Très facile. Aucun problème. Ah, génial. Sinon, on va retourner sur le cas de Cronenberg parce qu'on l'aime d'amour. On a parlé de Scanners. On était rendu à Vidéodrome 83 avec Debbie Harry, chanteuse de Blondie, James Wood. C'est quoi ce cast-là? C'est fantastique. Comment alors, ça s'est concrétisé? Vidéodrome, contraire de Scanners. D'abord, le financement a été très facile. Il y avait encore de l'argent de Tax Shelter. Et Universal Pictures ont dit on veut rentrer dedans 50-50. Alors, ils ont mis la moitié, on a mis la moitié. Le script était complexe, c'est pour le moins qu'on peut dire, mais il était en béton. On n'était pas comme Scanners où on écrivait le soir pour le shooting du lendemain matin. Ça n'a pas arrêté le fouillis de Scanners. Hein? Tout était prévu dans Vidéodrome. Tout était planifié. Tourné à Toronto. On voulait avoir des noms. Donc, Universal s'est mis avec nous là-dessus. Alors, ça n'a pas été difficile d'avoir James Wood. On leur a payé ce qu'ils voulaient. Puis, Universal avait tout le pouvoir à ce moment-là de pousser ses acteurs. Puis là, je donnerai le crédit à Tom Mann de Universal. Il dit qu'il faudra trouver quelque chose d'original pour le rôle de la fille. Pas juste quelque chose. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est David, c'est pas moi, ou c'est quelqu'un d'Universal, a dit pourquoi pas Deborah Harry? Ah ouais. Et elle avait bien envie de faire du cinéma. Donc, ça a été très facile à organiser. Le tournage s'est déroulé à la perfection. Parce que c'est un film quand même qui a beaucoup d'effets spéciaux. Du fouillis de Scanners. Complètement. Vous aviez beaucoup appris, puis même David Cronenberg, j'imagine, au niveau réalisation. Oui, mais pour être honnête, c'est pas vrai ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. Oui, ça a très bien marché parce qu'on avait le script bien avant, parce qu'on savait exactement ce qu'on tournait. Ça, c'est sûr, ça aide. David avait appris sur les effets spéciaux. Donc, le tournage a été magnifiquement bien, parfaitement. On a testé le film, comme on avait testé Scanners à Boston. Ça a été un désastre. Oh non. Un désastre, mais j'étais là, je voulais me cacher en dessous des sièges. Un désastre dans le sens que les gens réagissaient pas? Le monde sortait. Les cotes, les rapports qu'ils font étaient désastreux. Ah ouais. Et la réponse, très, très simple, c'est le film est en avant de son temps. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Alors, Universal ont diminué l'ampleur de la sortie. Ah ouais, de la publicité, le marketing. Du tout. C'est intéressant. Un film qui avait été le fouillis complet au tournage, Scanners, a été un triomphe. Vidéodrome, qui était parfaitement planifié, produit et tout, a été un désastre. Par contre, c'est devenu un film culte parce que c'était le monde de la vidéo. Ouais. Et tout d'un coup, les gens l'ont découvert en vidéo. Et il s'est vendu des centaines de milliers de copies. Universal n'a pas perdu une scène. Ça a marché très bien. Donc, les deux films ont bien marché différemment. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, c'était le film parfait pour la vidéo avec justement le vidéo qui rentre dans le ventre. C'était justement parfait. Puis comme vous disiez, vraiment en avant de son temps, on parlait c'était de la télé-réalité avant que ça arrive. Complètement fou, ce film-là, vraiment surréel. Puis c'est un coup de génie. Debbie Harry, qui avait déjà une aura de mystère, c'était une chanteuse, Blondie, c'était de la musique avant-gardiste à l'époque aussi. Quand elle a fait sa carrière solo, elle est allée chercher Giger pour faire sa pochette d'album. Elle a fait un vidéoclip avec lui. Tu voyais déjà qu'elle frayait avec des trucs plus marginaux. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. Puis, j'imagine qu'on commence à manquer de temps. On va avoir une chronique bientôt. Mais moi, je voulais vous parler d'un petit film que vous avez produit en 97, Wishmaster.
de Robert Kurtzman, le cas de KNB FX Group. Je pense que c'est un de ses premiers films qu'il a réalisé. Il avait écrit From Dusk Till Dawn, tout ça, mais la liste, le casting de ce film-là est complètement fou. Juste Angus Scrimm de Phantasm, Joe Pilato de Day of the Dead, Ted Raimi, Dan Hicks qu'on avait vu dans Evil Dead 2, que Martin et Steve adorent, même Freddy Krueger lui-même, puis Wes Craven à la production aussi. Est-ce que vous avez pu travailler en direct avec Wes Craven? Oui, absolument. Wes Craven, oui. Wes Craven, il vendait son nom n'importe quand aux gens qui payaient bien. Alors, la compagnie Live voulait avoir le nom de Wes Craven, Wishmaster. C'est ça, hein? Ils ont offert 100 000 $, quelque chose comme ça, puis il l'a acheté. Il a tout de suite dit, vous pouvez shooter n'importe quoi avec si vous payez 100 000 $. Il n'a pas été impliqué du tout, donc. Il avait juste son nom. Il avait juste son nom et il a prêté son Freddy. Comment ça s'est passé, ce tournage-là, avec toutes ces pointures-là? Est-ce que ça se pilait sur les pieds? Il y avait quand même... Non, ça a des gens qui ont moi, c'est pas un de mes films favoris. Hein. Ah non? Je trouve le film très moyen, mais encore une fois, en vidéo, il a très bien marché. Il y a eu beaucoup de suites aussi. Ah, oui. Ben, oui, mais les suites, là, on en passera. Moi, j'aime mieux... Moi, vous donner un exemple d'un film que vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, mais que je trouve belle fun dans le film horreur, c'est The Dentist. Yeah. C'est ça que vous avez réalisé avec... en fait, c'est Brian Usna qui a réalisé. Oui. Il y avait les gars... Ça, j'ai été très impliqué dans les deux Dentistes. Ah oui, ça, j'ai eu du fun là-dessus. Avec Stuart Gordon aussi, Dennis Paoli, plein de gang de Reanimator. J'ai aimé ces films-là parce que il y avait tout le monde a peur d'aller chez le dentiste. Hein? Ouais, alors, exact. Je trouve qu'on a tout de suite frappé le bon créneau. Tu sais? Puis l'acteur. Hein? Stop. Corbin, non. Écoute, moi, j'ai adoré. Là, j'adore. Là, je prends mon pied. Là, mon nouveau dieu, c'est Monsieur Pierre David. D'ailleurs, tout ce qu'il y avait avant, j'ai tout fait sauter, mais je veux quand même avoir... parce que nous, ce qu'on a à dire, c'est rien. Toi, c'est largement meilleur. Mais par contre, maintenant, je veux que tu nous racontes cette fameuse anecdote que tu voulais nous parler tout à l'heure. C'était avec qui déjà? Je m'en souviens plus. Oliver Reed. Oliver Reed. Je suis sûr qu'elle va être exceptionnelle. Oui, alors, Oliver Reed, il y a des amis qui me disent, on t'a engagé Oliver Reed, prépare-toi. Ah ouais? Quoi? Il est fou. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Bon. Alors, Oliver Reed arrive à Toronto. Moi, j'étais à Toronto la moitié du temps. Il est fou. Il boit beaucoup. Okay. Il est très agréable, mais il boit. Okay. Je dois retourner à Montréal. Donc, je pars pour Montréal. Et je reçois un coup de fil vers 11h, minuit le soir. Oliver Reed est en prison. J'ai dit, why? Parce qu'il a pris un pari avec quelqu'un de la production qu'il allait aller du restaurant à son hôtel, le Four Seasons, tout nu. Il a enlevé tous ses vêtements dans le restaurant. Il est parti à marcher sur la rue. La police l'a arrêté. Oui. Il l'a emmené au poste. J'ai dit, mais c'est épouvantable. Il dit, oui, mais le bon côté, c'est qu'il fait rire toute la station de police. Ben oui, c'est clair. Tout le monde s'amuse. Alors, ils lui ont donné des vêtements. Ces vêtements avaient disparu quelque part. Ils lui ont donné, je ne sais pas quoi, une chemise d'un policier, puis un pantalon d'un autre. Puis ils l'ont emmené à son hôtel. Ils ont dit, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est drôle, on a eu du fun avec vous. Ils ont tous signé les autographes, mais on ne peut pas promener sa rue à Toronto. Mais non. Bon. Tous les 2 jours, il y avait quelque chose de même. Un soir, il a décidé de jeter par la fenêtre toutes ses affaires, tous les draps de l'hôtel, toutes les couvertures, tout sur la rue principale. Alors, ils nous ont dit une façon de le contrôler mieux, faites venir son frère de Londres. Son frère sait comment le contrôler. Ça, il était britannique, lui. Le frère était dans l'avion le lendemain. Wow. Et le frère buvait autant que lui. Alors, on avait peur tous les jours de qu'est-ce qui va arriver. Mais il a fini le film. Ces maudits Anglais-là, ils peuvent boire comme des trous le soir,
Richard Burton était comme ça. Puis il arrive sur le set le lendemain. Frais comme une rose. Parfait. Ah ouais, hein? Ah oui, ça c'est reconnu, hein? Fait que, beaucoup d'entraînement dans les pubs. Hein? C'est ça qui est arrivé. Là. Wow! Savoureuse anecdote. On a-tu encore un peu de temps? Je pense que oui. Hein? On va prendre le temps qu'il faut. On a encore un peu de temps. On arrive vers la fin du show. Bon, après le générique, on reste tout le temps un peu avec notre invité pour poser 2-3 autres questions. Moi, je veux parler un petit peu de films d'action après, puis de tournage à Montréal, mais on va laisser Christophe le finir un petit 5 minutes, puis après on passe au générique, puis après on se reparle. Parce qu'il y a tellement de films le fun dans votre filmographie. C'est juste trop le fun d'avoir les petits bouts croustillants ou les anecdotes comme ça. Of Unknown Origins de George Cosmatos qui est allé faire Rambo 2, Cobra avec Stallone, Léviathan avec Peter Weller qui joue justement dans ce film-là. Peter Weller, justement, il a eu sa fête le 24 juin, qui c'est pas aujourd'hui du tout, hein, parce que, évidemment, c'est beaucoup plus tard que ça, l'entrevue. Peter Weller, dans ce film-là, Luis Del Grande, hein, lui qui se fait exploser la tête dans Scanners, Shannon Tweed, l'ex-playmate et épouse de Gene Simmons. Ça, c'était mon idée, ça. Ah oui? C'est mon ami Shannon. C'était mon meilleur. Ah je la oui? voyais tout le temps, oui. OK, racontez-nous ça. Vous l'avez rencontré comment? Elle est canadienne, hein? Je me rappelle pas. OK. Mais on est devenus amis. Je suis d'ailleurs devenu ami aussi avec Gene Simmons. On allait super ensemble, beaucoup. Ah ouais. Il a trompé tout le temps. Mais en tout cas, il est connu pour ça, mais Shannon, c'est une fille de tête, et je me suis dit, elle très bien avec la femme modèle, la femme que tu tiens à ton bras, tu sais, puis tout ça. Ça faisait très bien pour le caractère. Et George Cosmatos, avec lequel j'étais très ami, il l'a adoré aussi. Puis ce film-là a été tourné à Montréal, je pense aussi. Oui, ça a été tourné en studio, oui. OK. Oui, Steve, tu allais dire quelque chose? Non, mais je vais pour dire on va juste faire une petite parenthèse sur Shannon Tweed. On dirait que elle jouait dans beaucoup de films un peu horreur érotique dans ces années-là. Fait en tant qu'adolescent, je me rappelle très bien de Shannon Tweed. Puis elle fait plus de films. On sait très bien pourquoi tu t'en rappelles bien, mon cochon. Non, mais elle jouait dans je me rappelle plusieurs films qui ont comme marqué mon enfance là, de films d'horreur. Faudrait que je regarde, là, mais elle a joué dans beaucoup de films d'horreur quand même. Oui. C'est très cool. Ouais, puis elle a arrêté de faire des films présentement, je crois. Elle ne tourne plus du tout. Non. Complètement mis ça de côté. Puis, sinon, Steve a vu récemment un film qui s'appelle Pin, 1988. Effectivement. Avec un fameux mannequin anatomique. Est-ce que vous vous rappelez, Pierre, la première fois que vous avez vu ce mannequin-là? Je me rappelle, je l'ai produit. C'était le premier film que notre compagnie Image avait fait à Montréal. Okay. C'est un très bon script. Et je trouve que le mannequin avait été très bien fait. Oui. Et c'était un peu épeurant, merci, même en studio ou dans les locations. Et le film avait pas mal bien marché aussi. C'est un petit classique qui est connu. Et il y a quelques mois, sur le Facebook de la Cinémathèque québécoise, durant la pandémie, je pense qu'ils faisaient du ménage et sont tombés sur le mannequin. Ils ont fait un post disant qu'ils avaient retrouvé le mannequin dans leur collection, etc. Donc, c'est là que je me suis dit, hey, j'ai jamais vu ce film-là. J'ai fini par le trouver en DVD grâce à Film Fanatique. J'étais chanceux. Et je l'ai regardé peut-être qu'il y a comme 1 mois ou 2 mois environ. C'est vraiment un bon... C'est très psychologique. Et j'adore l'acteur. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais il a joué dans le beau-père. Stepfather. Je ne me rappelle pas de son nom. Je sais que Cynthia Preston était la fille. Elle a beaucoup tourné dans mes films après. Elle vient d'en faire un an pour moi. Terry O'Quinn. Je ne me rappelle pas du nom du gars. Mais l'acteur qui a joué dans The Stepfather s'appelle Terry O'Quinn. Il a joué aussi dans la série Lost. Terry, c'est... C'est ça, oui. Ça, c'est Terry. Le Stepfather, un de mes films préférés d'ailleurs.
Ouais, Ben, les trois sont bons. Les 3 films sont excellents. J'aime beaucoup Stepfather. On arrive à la fin de notre heure. Comme je dis, moi, j'aimerais ça qu'on peut-être on discute une petite quinzaine de minutes de plus après le générique. Pierre, j'aimerais ça savoir, présentement, vous nous avez dit que vous produisiez 20 films cette année. C'est ça qu'on parle un peu de Pierre David maintenant. On a parlé de Pierre David avant pour savoir c'est quoi les films que vous produisez. Est-ce que c'est encore dans l'horreur? Puis moi, je suis un gros fan de films d'action, fait que j'aime les Lethal Weapon, Perfect Weapon et Martial Arts, ces choses-là. Donc, je vais remercier tout de suite tous les gens qui nous écoutent, les bières philosophales, Films Fanatiques, nos commanditaires. On est sur Facebook, Apple. On est maintenant sur Patreon aussi. On met tout le temps des extras sur Patreon, dont en route. Donc, je vais inviter Elsa Blard à finir cette belle petite émission-là. Puis après, on revient et on discute une autre petite quinzaine de minutes. Là. Pas trop longtemps parce qu'on veut voir la fin de la game d'hockey. Oui. Puis merci beaucoup. Ben oui, écoutez, le mot de la fin, en fait, déjà, ça veut dire, je vais me répéter, ce qui arrive très peu, mais là, il faut que je le dise. Ça y est, Pierre David est mon nouveau dieu. Donc, je voudrais savoir si les gens qui nous écoutent, c'est aussi leur nouveau dieu. Allez-y dans les commentaires, balancez. Moi, amen. Voilà, c'est tout. Et puis, mais quand même, une petite dernière pour la route, hein, parce que on va pas se quitter comme ça. Est-ce que vous savez qui est seul et qui se balade en bande? Non? C'est simple. C'est une momie!